On fait les étonnés, on joue les étonnés quoi. Thomas Gijol fait un polar où on rigole pas quoi. Le prince du stand-up, le faiseur de comédie, nous parle de paternité, de transmission et de violence exercée et subie dans un même mouvement. Mais franchement, le voir dans ce deuxième film réalisé en solo, incarner un commissaire camerounais complètement dépassé et par son métier et par son rôle de père de famille, va finalement complètement de soi. Son style sobre, son recul, son ironie un peu distante, vous voyez ce que je veux dire, vont comme un gant à ce personnage qui peu à peu craque de toutes parts. Indomptable, c'est le titre, sort mercredi prochain sur les écrans et Thomas Gijol est dans les midis aujourd'hui. Bonjour Thomas Gijol. Bonjour Marie. Et bienvenue dans les Midis de Culture, on est ravis de vous recevoir. Merci. Alors, Indomptable, c'est votre quatrième film en tant que réalisateur et surtout le premier d'ailleurs, où vous ne faites pas rire. Vous n'êtes pas dans un registre comique, pas du tout d'ailleurs, puisqu'on est dans un polar à Yaoundé au Cameroun. Est-ce que quand on a fait justement jusqu'ici carrière en France, dans le stand-up, dans les comédies, monter un drame au Cameroun, c'est facile? Non, c'est pas facile. Non, je vous le confirme, mais j'ai eu la chance d'être suivi par un producteur avec qui j'avais déjà travaillé et qui me connaissait et qui savait qu'au-delà du côté un peu polar, un peu dramatique, il y avait beaucoup d'intime et il a quand même tilté à l'intime. Donc il savait qu'il pouvait me suivre. Alors, votre film a été présenté au Festival de Cannes cette année, Ouais. dans la quinzaine des réalisateurs. Le cinéma africain en général dans les festivals en Europe, les festivals occidentaux, c'est vraiment la portion congrue, c'est quasiment invisible. Mhm. Je rappelle à cette occasion que le seul réalisateur africain qui a reçu la palme, c'était le cinéaste algérien Mohamed Lakhdar Amina en 1975 pour Chronique des années de braise. Et d'ailleurs, il nous a quittés le 23 mai dernier. En tout cas, donc c'est très, très important cette sélection pour vous, j'imagine. Ouais, bien sûr, et ça l'est d'autant plus en tant que fils d'immigré, parce que je suis certes africain par mes origines, pardon, mais je suis français, mais c'est vrai que symboliquement, je trouve que ça représente quelque chose de fort. Enfin, c'est même pas symboliquement, ça représente dans mon cœur et dans mon beat quelque chose de très fort. J'ai été vachement ému à présenter mon film là-bas. J'avais pas des sanglots, mais bon, j'étais fragile le soir de la présentation et je le comprends parce que voilà, le film me dépasse à un certain niveau. Mhm. Ouais. C'est un film qui est franco-camerounais, hein, c'est ça C'est une production française. Ah, C'est une française, production oui. française. Ouais. Après, la prod exé sur place était camerounaise. Mhm. Mais voilà, au-delà du financement ou autre, moi, ce que je retiens, c'est que c'est un film camerounais. Mhm. C'est un film fait avec des comédiens camerounais qui a été monté là-bas avec les techniciens sur place. Enfin, voilà, évidemment, c'est pas en exclusion à mon côté français, à toutes les personnes qui ont bossé dessus, mais il représente quelque chose de très africain. Donc, c'était quand même ça l'ADN du film. Mhm. Alors, je l'ai dit, ce film Indomptable est un polar. On y suit un commissaire de police, le commissaire Bilong, c'est vous, qui enquête sur le meurtre d'un policier dans les rues de Yaoundé. Et c'est une adaptation libre d'un documentaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ça? Bah oui, c'est l'adaptation d'un documentaire de Mosco Levi-Boucaud qui s'appelle Un crime à Abidjan. C'est un documentaire que j'ai découvert sur Arte fin des années 90 et qui m'a complètement traumatisé dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que non, il m'a vraiment marqué parce que la figure du commissaire, j'ai clairement fait une projection de mon père dessus parce qu'il est en termes de mentalité, c'est sa réflexion, sa gamberge, ça connectait à plein de choses chez moi dans mon vécu. Et puis, il était loin et en même temps si familier avec moi, ce personnage et même cet univers. Et ça m'a vraiment marqué dans le temps, quoi. Je me rappelle qu'il y avait une rediffusion, je sais pas quand, j'avais enregistré une VHS pour la garder, le VHS que j'ai perdu depuis dans un dégât des eaux, tristement, je sais plus quelle année, mais bon, bref. Mais non, mais ça cogitait tout le temps. Je me suis dit, à un moment, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Et puis, c'est vrai que quand j'avais eu envie, quand je suis sorti de mon dernier spectacle et que je parlais, voilà, il y avait justement le sujet de la transmission, mais via mes enfants. Et j'avais envie de continuer. J'ai pas envie de comédie, j'avais envie de continuer un peu dans cette lignée parce que je pense que c'est même thérapeutique, ça me faisait du bien et que je trouvais que j'apportais quelque chose. Mais c'était là plus de mon point de vue, donc de moi, de mon rapport au père, toutes ces choses-là. Donc j'ai eu l'idée de mettre de l'intime dans ce vieux documentaire parce que j'adore les polars. Je me suis dit, je vais me Ouais, c'est servir. ça, il y a quand même... Bon, on va en parler de l'intime, qui Ouais. est très important dans ce Bien film. sûr. Mais quand même, le départ, c'est ça. On part, on a un meurtre et on a Ouais. voilà, deux enquêteurs qui sont Ouais. comme dans un film américain, d'ailleurs, en train de boire un coup appuyé sur leur voiture, quoi. Donc, il y a Ouais. tous ces codes du polar qui étaient quand même un truc qui vous plaisait, quoi. Ça se voit. Bien sûr. Non, c'est quelque chose qui me plaisait. Après, j'avais pas envie de faire le polar fantasmé.
Voilà, je voulais vraiment le garder à taille humaine, à taille camerounaise, j'ai presque envie de dire. Je ne voulais pas faire un effet de style, d'être là avec ma cigarette et de faire tous les poncifs du polar, voire être alcoolisé le soir et tout. Donc, non, j'ai gardé un côté un peu doc quelque part, un côté nature, un peu brut. Et puis vraiment, je me suis bien fondu dans la société camerounaise. C'était Mmh. ça la base de tout. Alors, on parlait donc du réalisateur de ce documentaire, Mosco Levi Bouko. On a retrouvé un son, de Mosco Levi Bouko. Il a été interrogé dans À voix nue, D'accord. sur France Culture en 2022. Il explique un peu sa démarche et on va l'écouter, on réagira juste après. À propos d'Abidjan, par exemple, il y a eu une polémique. On m'a reproché de faire un film hollywoodien à Abidjan et d'avoir été fasciné par le commissaire Kouassi. Moi, j'ai choisi le commissaire Kouassi parce que c'était Qui est un un homme homme. violent, qui est un homme qui tape, qui est un homme qui torture. Mais toute l'Afrique à l'époque, tous les policiers africains à l'époque tapaient, torturaient, tous. En Afrique du Sud, sous Mandela, les policiers torturaient parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller vérifier ce que disait le suspect. Où étiez-vous hier? Ils n'ont pas les moyens d'aller vérifier où il était hier. Donc, ils pensent qu'ils vont obtenir la vérité à coup de chicotte, comme ils disent, par la torture. J'ai choisi Kwasi parce que, justement, il n'allait pas changer les choses. C'est-à-dire que j'allais pouvoir assister à ce qui était sa réalité avant moi et après moi. Comment est-ce qu'on peut dénoncer la torture si on ne la montre pas? Voilà, Mosco Levi Bouko à propos de son film qu'il avait donc, lui, tourné en Côte d'Ivoire. Ce manque de moyens, ce dénuement, vous le montrez aussi, hein, Mmh. dans les moyens de la police, Ouais, ouais. C'est pas disons que c'est pas le fer de lance du film, mais moi je voulais pas faire un film carte postale et puis j'ai pas de souci en fait avec, j'ai aucune, attirance pour la violence, mais j'ai pas de souci avec la brutalité de la vie en fait. Faut savoir la regarder telle qu'elle est mais moi je voulais faire un film honnête, c'est-à-dire de pas monter, Africa is beautiful, Cameroun, voilà, carte postale et je voulais pas descendre non plus parce que au final, j'aime profondément mon pays d'origine, le Cameroun, mais je voulais être juste. Donc oui, cette violence, entre guillemets, elle existe. C'est vrai que quand on en parle là, oui. c'est très grave et tout, elle existe. Moi, c'est pas l'ADN, on va dire, premier du film, mais ça existe. J'ai pas de souci à montrer ça parce que ça fait partie des choses. Et comme il le dit, les gens font avec leurs moyens. Les moyens de la société sont la police est à la norme de la société. Mais ce qui est intéressant, parce que justement, nous, occidentaux, on voit ça avec un œil qui n'est peut-être pas le bon, parce que c'est ça qui est intéressant. Là-bas, ça fait partie de la société, j'ai envie de dire, sans jugement aucun, sans dire que c'est bien pour autant. Et ces mêmes mots, à l'échelle de notre société, ils existent. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en France, il ne manquera plus que la police ne soit pas violente. On le serait, et c'est partout pareil. Tant qu'il y a de la police, il y aura toujours, malheureusement, de la violence. Je ne suis pas en train de dire que le corps policier est violent par ADN, mais voilà, la limite est toujours très, très fine. Ouais, alors vous déplacez l'action à Yaoundé au Cameroun, on l'a expliqué puisque votre famille est originaire de là-bas. Ouais. Si je me trompe pas, vous n'êtes pas né au Cameroun, mais vos frères, si. Oui, mes grands frères sont tous nés au Cameroun. Moi, je suis la génération Ndjol, première née en France. Je suis le premier. J'ai inauguré tout en 78. Ouais. Et quel lien vous avez entretenu avec le Cameroun? Bah, j'ai entretenu un lien très fort dans le sens où mon père travaillait à Cameroun Airlines, en fait, qui est l'ancêtre, on va dire l'équivalent d'Air France au Cameroun, mais qui est une société qui n'existe plus. Donc, quand j'étais jeune, en fait, j'allais au Cameroun tout le temps, en fait. Toutes vacances scolaires, oui, vacances scolaires, vacances d'été, tout. Mon père vivait là-bas, donc j'y allais tout le temps. Donc, je n'ai jamais eu de carence et au contraire, j'ai eu un affect très fort, très vite, parce que c'était quand même là-bas où vivaient mes grands-mères. Donc, quand on sait que dans le fond, on peut voir mamie, il y a toujours une joie à retrouver cette terre qui est connectée à grand-mère, quoi. C'est ce qui explique que vous arriviez à en montrer une image où il n'y a pas de fantasme, justement. Il n'y a pas le fantasme du manque. Il n'y a pas non plus une revendication hyper forte parce que vous n'y êtes pas tout le temps. Oui, voilà, mais de toute façon, voilà, moi, ça aurait été culotté de toute façon, dans tous les cas, d'être dans quelque chose de, je sais pas, je vis pas là-bas, donc j'ai quand même une pudeur, même Mais oui, au même titre que je voulais pas me raconter frontalement dans mon histoire personnelle. J'utilise ce polar et tout. Bah, c'est quand même, voilà, ça reste mon pays d'origine, ça reste un pays que j'aime, mais je suis résident français, donc il fallait me situer un peu dans ça, quoi, parce que effectivement, j'y mets beaucoup, mais il faut savoir se situer et à un moment, pas dire faire un pas en arrière, mais rester à sa place, on va dire. parce que c'est vrai qu'il y a aussi finalement
C'est un poids, une responsabilité assez importante. Complètement, complètement. C'est une responsabilité, comme vous le dites, parce que moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui me dépasse maintenant dans ce film. C'est vrai. Oui, je m'en suis rendu compte dès la sortie dès la sélection cannoise, dès la bande-annonce, parce que je me rends compte que là-bas, en fait, ils vivent pas les choses comme moi je le vis, et que ça devient carrément je vais pas dire une cause nationale, ça serait un peu trop, mais ça devient une vraie fierté. Parce que du coup, j'amène le film, le Cameroun, dans le plus grand festival au monde de cinéma. Donc, je suis le réalisateur qui incarne ça, je joue dedans. Moi, j'ai pas fait tout ça pour ça, en fait. Je l'ai fait avec le cœur, mais j'anticipe pas cette partie-là. Mais maintenant, il faut l'assumer, mais sereinement, tranquillement. Je ne veux pas être le porte-étendard, mais par contre, susciter des vocations et surtout continuer dans ce sens-là, parce que c'est ça qui est chouette quand même pour moi et ma condition, c'est que je suis effectivement français, je continuerai à évoluer ici dans l'univers français, que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma ou autre, mais je sais aussi que cette origine que j'ai, je la laisserai jamais de côté, parce que j'ai eu la preuve en me connectant encore plus fort et par mon métier que il peut se passer des choses extraordinaires en fait. Donc je continuerai à creuser ce sillon avec humilité, mais avec beaucoup d'envie. Alors, vous avez parlé de la bande-annonce, et bien justement, on va l'écouter, cette bande-annonce indomptable. Appel d'urgence. On signale le meurtre de l'officier de police Albert Koumné. C'est-à-dire qu'on peut mourir dans les bouchons dans ce pays. Il y avait une vendeuse ici, n'est-ce pas? Une femme. Elle faisait les beignets haricots. Commissaire Bilong. Son surnom, c'est Blacky. Tu es Camerounais, non? Donc tu es intelligent. Il faut me raconter ce qui s'est passé. On peut travailler dans des conditions pareilles. Sois pas présent pour ta famille. Ton travail a pris le dessus sur tout. Le nom que tu portes là, c'est le nom de ma mère. Il faut avoir un peu de conscience de ça. Tu me parles encore et toujours des traditions. Arrête de traumatiser les enfants. Je protège ma faute. Mais tu ne me parles pas fort. Papa, tout à l'heure, on pourra aller manger une glace. Concentre-toi sur les classes d'abord. Vous foutez quoi, d'abord, générateur. On stoppe les mensonges. De toi à moi. Toi, tu es un homme, moi, je suis un homme. Je souhaite à personne d'être dans ma position là. Choisir entre laisser la violence perdurer ou l'exercer soi-même. Quelqu'un doit bien faire le boulot. Quelqu'un doit bien faire le boulot, le commissaire Bilong, qui est coincé entre deux pôles comme ça, que vous incarnez, Thomas N'Djidjol, c'est un homme fatigué. Ouais, c'est un homme fatigué par le poids de tout ce qu'il essaye de soulever, les traditions, la loi, et puis qui est tiraillé surtout. Voilà, c'est comme on le dit, voilà, il essaye de faire... Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour lui dans le sens où il essaye de faire les choses bien, mais il n'a pas tous les moyens, que ce soit dans son rôle de policier et que ce soit dans son rôle de père. Il veut faire les choses bien, parce que je pense qu'il est profondément bon, ce type. De manière, je ne l'aurais pas fait si c'était une personne négative, mais voilà, mais c'est comme dans la vie, quoi. On essaye d'être, en tout cas j'espère, que beaucoup essayent d'être des gens bien, mais on n'a pas tous le bon mode d'emploi, donc c'est des fois maladroit, mais c'est pas mal intentionné. Donc ce mec-là est un peu dans cette lignée. Alors, il faut dire que ce métier, effectivement, comme vous le dites, c'est pas du tout la seule facette de ce que vous explorez, bien au contraire d'ailleurs. La vie intime, familiale, avec sa femme, ses enfants, est très très présente. Et effectivement, il veut contrôler quand même, il cherche à contrôler, il n'y arrive pas. Et comme vous le disiez, c'est vraiment le rôle, surtout le portrait d'un père, en fait. Oui, c'est le portrait d'un... C'est ça que vous avez cherché à faire. Ouais, c'est le portrait d'un homme, un petit peu, oui. Comme je vous le disais, il y a une petite projection paternelle et une projection... Il n'était pas commissaire, votre père? Non, mais il a été gendarme au Cameroun. Ah, il a été gendarme. Ouais, il a été gendarme au Cameroun. J'avais quand même... Non, mais tout ça est le fruit de plein de choses. Moi, j'ai grandi avec un portrait de mon père en habit de gendarme, avec mes deux grands frères. L'autre n'était pas encore né. Et puis la photo était belle et glaçante en même temps, parce qu'à l'époque, ils étaient très élégants. Il avait son costume de gendarme, ses lunettes fumées. On se disait, bon, vaut mieux pas. Non, ça rigole pas. Et c'est quelqu'un de gentil, il n'est pas violent, mon père, mais il m'a raconté quand même qu'une fois, on a manqué de respect à sa mère au marché. Et le type ne savait pas qui était son fils, qui était gendarme. Et donc, voilà. Il s'en est souvenu. Il s'en est souvenu. Ouais, il s'en est souvenu, ouais, voilà. Mais en quoi il vous faisait penser à votre père, alors ?
C'est la gamberge, c'est la notion de l'honneur, c'est la notion la tenue. La tenue. Moi, j'ai grandi beaucoup avec ça et je l'ai encore, en fait. Hein. Moi, je l'ai. Alors, Dieu merci, j'ai des filles. Donc, je dis pas que. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, je pense qu'elles m'ont sauvé et elles me permettent de me regarder et de peut-être me débarrasser de certaines choses qui m'ont été transmises inconsciemment, consciemment. Mais j'ai une espèce de notion de l'honneur, comme beaucoup. Hein. Je suis pas tout seul, mais qui est des fois très maladroite. On ne sait pas où la situer. Mais c'est ce qui me tient aussi. C'est ce qui me tient, c'est ce qui me rend aussi fort de me dire, bon, voilà, tu suis cette ligne, t'es droit, t'es bon, t'essaies de toujours être juste dans tout ce que tu fais, mais disons que culturellement, ça prend tellement de place, ça dévore un peu la tête, quoi. C'est un peu compliqué, ouais. Et vous aviez besoin de dire des choses, il fallait que ça sorte, quoi. C'est ça, ce film. Oui, c'était... Oui, non, pour moi, je vous dis, je sortais d'un spectacle, c'était... J'avais pas d'envie comique, j'avais pas d'envie, j'avais une envie de... Moi, je pense que de toute façon, en tant qu'homme, si en tant qu'homme je suis épanoui, l'artiste, il va suivre. C'est pas un souci, en fait. L'inverse ne marche pas. Ouais. Si je me dis que j'ai envie d'être drôle alors que je suis profondément pas dans un mood drôle, ça va pas matcher. Donc, j'ai besoin, moi, d'être complet en tant qu'homme. Et moi, voilà, je comme beaucoup, mais c'est vrai que le fait d'avoir été papa m'a quand même bouleversé, m'a changé beaucoup d'optique et j'avais besoin avant d'être un bon papa, j'ai besoin de régler des choses. C'est ça, c'était quand même régler des choses. Ouais, j'ai besoin de mettre... En fait, le truc qu'il y a aussi, c'est que ce film, il pose, j'ai pas de solution. Moi, je viens pas avec une baguette magique ou en disant, sortant de ce film, vous allez beaucoup mieux vous sentir dans votre rapport paternel, voire maternel. Mais au moins, de poser les choses, de faire un diagnostic, c'est déjà une énorme évolution. Donc, en fait, ça vous aide à comprendre un peu ce qu'un père peut se mettre sur les épaules comme pression. Oui, complètement. Et ce que ça peut foutre aussi sur les enfants. Ouais. Voilà, et puis encore plus, parce que c'est vrai qu'on est quand même d'une génération, enfin mes parents, vraiment les filles... ils n'étaient pas super bien lotis parce qu'on ne sait pas trop comment faire. Autant avec, quelque part, de façon figurée, avec le garçon, il y avait la chicotte, quoi. On se dit, s'il ne comprend pas, je le secoue un peu, il va comprendre. Une fille, entre guillemets, on ne la secoue pas, bien qu'un garçon ne le secoue pas non plus. Mais là, il y a un côté, ils étaient complètement perdus et ils nous l'ont transmis quand même. Ouais. Ils nous l'ont transmis. Donc, moi, j'ai que des filles à la maison. Donc, l'histoire a été vite réglée dans le sens où il faut chercher ailleurs. Je ne dis pas qu'avec un garçon, je l'aurais secoué, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est qu'on est plus démunis. Mais en même temps, d'être démuni, moi, ça me plaît. Ça me plaît parce que du coup, je me remets en question et c'est ce qui fait que j'avance. Je me dis que, écoute, là, il faut revoir ta copie, il faut te poser des questions, parce que des questions pas que je me posais pas avant, mais là, il faut évoluer. Et je trouve que c'est la vie, pas dire que vaut le coup à ce moment-là, mais on se dit, ça avance. Et ce train-là, il est agréable, en fait. Alors justement, vous parliez de fille, il y a un personnage de fille qui est très important dans ce film, une jeune fille qui est adolescente et qui n'en peut plus de l'autoritarisme de son père, qui a même plutôt pris un peu la tangente, elle est footballeuse d'ailleurs, et c'est une scène où elle dit ses 4 vérités à son père, et elle est jouée par Ariane Tomba. Tu viens faire quoi ici? Est-ce que tu m'as déjà vu faire le potoir? Ne viens pas faire ton scandale ici. J'ai compris, réponds-moi seulement. Je te réponds. Arrête de colporter des rumeurs sur moi, laisse-moi tranquille. Parle doucement. Parle doucement, tu te crois où là? Ça va, j'ai fini. Tu as fini où? Viens ici, viens ici, viens ici. Où est Arthur? Ne t'inquiète pas pour Arthur. Tu penses que je le retiens? Il va rentrer. Maman Odette s'est occupée de ça. Retiens plutôt ce que je t'ai dit. Mais Adeline, il faut faire attention comment tu t'adresses à moi. Fais très attention à tes paroles. Tu me demandes de faire attention. Fais attention à tes paroles. Même le nom que tu portes là, c'est le nom de ma mère. Hein. Le nom même de ton arrière-grand-mère. Il faut avoir un peu de conscience de ça. Tu me parles de tradition. Je me suis battu pour que tu aies ce nom-là. Encore et toujours des traditions. Je parle des traditions. Parle-moi comme un père. Sois un peu présent pour ta famille. As-tu quitté la maison, pourquoi? Le vieux, prends tes responsabilités en main. Ton travail a pris le dessus sur tout. Voilà, alors cette scène, vraiment à quelques détails près, Thomas N'Djidjol, on peut la trouver, mais alors n'importe où sur la planète, quoi. Oui, complètement. Mais de toute façon, les mots de cette famille, les mots de ce personnage sont des mots tristement universels. C'est pas lié qu'au Cameroun, c'est pas lié qu'à ma famille, c'est lié à tous les gens toutes les personnes qui ont une famille et tout à ce rapport au père, ce patriarcat qui des fois est tellement pesant, quoi. Donc effectivement, on est qu'au début de ces combats. Hein. C'est pas une mince affaire et ça va pas se. Moi, comme je le dis, je fais partie du problème. Maintenant, comme je sais que qui a le problème, j'ai déjà fait mon avancement et on va faire en sorte que ça aille de mieux en mieux. Mais
on est qu'au début. Hein. Et d'ailleurs, vous avez des personnages de femmes. Donc, il y a cette jeune femme jouée par Ariane Tomba, puis il y a la femme, votre femme dans le film. Il y a un témoin aussi qui parle. Ce sont des femmes très fortes. Ouais. Et ça, on va dire, c'est une grande fierté, mais j'ai pas du tout écrit le film avec un espèce de prisme 2025, post-MeToo, à dire il faut un personnage féminin fort, absolument. Elles existent, et j'ai grandi avec, et je calcule pas ça, en fait. Moi, au contraire, je trouve que quand c'est calculé, c'est malsain, donc c'est faux, c'est pas sincère, c'est pourri, quoi. C'est des postures. Et moi, la posture, ça me dégoûte, donc... Non, vraiment. Donc, en fait, c'était assez agréable de me rendre compte après coup, parce que je ne l'ai vraiment pas écrit en y pensant sur le coup. Mais après coup, limite au montage, je me suis dit, dis donc, les filles, il y a quelque chose, quoi. Et puis, de toute manière, je le sentais aussi en tournage. Je peux vous dire que quand on joue face à celle qui joue ma femme, donc Terence Gono, si vous regardez le film en 2 temps, vous voyez qu'à chaque fois, je recule. Et croyez-moi que je reculais pas parce que c'était écrit, je reculais parce qu'il fallait reculer. Donc, non, c'était super de donner cette image qui est pas cliché, qui est réaliste, en fait. Je me demandais si votre connaissance, votre expérience de la comédie, du rythme de la comédie, vous a aidé dans le rythme du polar ou dans le rythme d'un film. Je dirais, il y a un rythme dans ce film, il y a un rythme justement dans les engueulades, par exemple. Il y a de ça. Oui, bien sûr. Après, moi, ce que j'aime, c'est la vie et c'est le chaos. J'ai horreur, c'est pas parce que je fais un film qui est aux antipodes de ce que j'ai pu faire, je vais m'amuser à mettre des temps un peu fake, en fait, un peu pour dire, voilà, on prend le temps d'eux. Moi, j'aime la vie, et surtout là-bas, il n'y avait pas d'autre choix. La vie là-bas, elle est rythmée. Je ne dis pas dans le sens musical, mais elle est rythmée, quoi. Donc, j'avais besoin que ça vibre, j'avais besoin de bruit, j'avais besoin qu'on ait pendant ce laps de temps-là, la petite heure et demie, cette impression d'être à Yaoundé, de vivre un peu la vie locale. Donc, oui, ce rythme-là, évidemment, la comédie, ça sert beaucoup parce que c'est beaucoup basé sur ça. Mais au-delà de ça, il fallait qu'il y ait du rythme, il fallait qu'on soit dedans. Il y a quand même une ouverture qui est quand même très réussie. C'est cette scène où le père vient discuter avec son fils, il lui fait des reproches, et donc il lui demande s'il connaît Marvin Gaye. Absolument, oui. J'aime beaucoup cette histoire. Alors, est-ce que c'est vrai? Parce qu'il lui dit, tu connais Marvin Gaye, le petit garçon, et il dit, tu sais comment il est mort, c'est son père qui l'a tué. Et il s'en va. C'est du vécu, ça? Non, c'est pas du vécu, mais Marvin Gaye a été très présent dans nos vies, ça c'est clair. C'est une blague, enfin pas une blague, parce que c'était aussi une citation qu'on avait avec un de mes amis d'enfance, où son père, lui, l'avait vraiment menacé, je crois. Et c'était quelque chose qui était resté beaucoup dans ma tête et dans nos têtes, parce qu'on sait que ça planait, Marvin Gaye. On savait que nos parents, des fois, nous faisaient passer des messages à travers des programmes télé ou quoi, ou voilà, ça à l'époque, par exemple, on regardait pas Capital avec nos parents, quoi, parce que Capital, c'est par exemple la réussite de Pierre-Paul Jacques qui a fait ça, et puis ton père se retourne vers toi et dit, voilà. Et tu comprends juste avec son regard que voilà, t'es pas au top, quoi. Donc voilà, il y a des petits messages comme ça de temps en temps. Une dernière chose aussi que je voulais vous demander, c'était ce que vous vous êtes permis de faire et qui est très beau à mon avis, c'est ces plans de Yaoundé. Et il y a notamment un truc où moi j'ai le sentiment que vous êtes fait plaisir, et c'est tout à fait justifié d'ailleurs, ce plan où vous filmez la rue, vous roulez en fait, votre personnage roule, et il y a Marvin Gaye encore. Ouais. Et là, on est presque, c'est Taxi Driver à New York, quoi. Ouais, ah oui, vous avez raison, c'est sûr que là je me suis fait plaisir, mais en même temps j'ai fait plaisir à mon personnage, parce que le personnage... C'est un moment où il est heureux là, oui. C'est le seul moment, en fait. Ouais. Il a un moment dans le film où, on ne sait pas s'il est heureux, mais il souffle. Il prend son temps à lui, parce que tout le reste du temps, il n'a pas de temps, il ne savoure pas vraiment la vie. Donc là, effectivement, il y avait un petit peut-être clin d'œil à mon amour des polars, à ce côté un peu flic de nuit, à ce moment où voilà, on vous amène en promenade dans Yaoundé by Night, et dans sa vérité, parce que c'est brut, quoi, c'est vrai, c'est pas non plus des endroits, c'est des vraies rues, des vrais moments qu'on a pris, et justement ça fait partie du charme de la ville et peut-être du film. Voilà. Et jouer un personnage comme ça, ce que vous disiez, qui est cadenassé quand même, il souffle à ce moment-là, il ne souffle pas. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il respire pas, effectivement. Non, il est du début à la fin du film, même si c'est pas toujours exprimé physiquement, son cerveau est toujours
en ébullition. Même à un rare moment, il regarde la télé, on croit qu'il va passer un bon moment, ses enfants reviennent et ça repart. Donc non, il ne respire pas, mais vraiment, comme je vous dis, je le connais ce personnage-là, parce que le départ du film, c'est quand même de me dire dans ma tête aussi, imagine papa aurait été flic. Tu vois, c'était vraiment pour dire que en gros, papa avait pas le temps. Il fait pas. Moi, j'ai grandi avec une génération de parents. T'as à manger, t'as un lit, fais ce que t'as à faire en fait. Tu vois, alors que voilà, c'est autre chose d'être parent. Je m'en rends compte, mais je leur en veux pas parce que ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient, et c'est une autre époque, et voilà, à nous de faire mieux. Mais c'est vrai que je suis le genre d'enfant où on avait envie de dire, mais il y a autre chose que ça. Enfin, il y a l'affect, il y a plein de choses. Je ne vais pas serrer mon bol de cornflakes à 8 ans avant d'aller à l'école. J'ai peut-être besoin de toi, mais bon, c'était une autre époque. Mais je la regarde avec beaucoup d'amour et beaucoup d'empathie malgré tout. Parce que je fais partie des enfants qui ont été sauvés, donc tout va bien. Merci Thomas Njijol en tout cas d'être venu dans les Midi Merci à vous. Culture. Merci. Indomptable sort en salle le 11 juin. Je signale donc qu'une avant-première aura lieu au Forum des Images à Paris le 10 en votre présence, animée par Antoine Guillot, producteur de Plan Large sur France Culture. Toutes les infos sont sur le site de France Culture et sur celui du Forum des Images. Et allez, on va se quitter en écoutant Marvin Gaye. Allez.